comme vous avez pu le voir, le soir du 24 octobre dernier, on a été matraqué par les réseaux et les journaux traditionnels d'un événement très rare, qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la NBA. Le rêve d'un père et d'un fils qui s'est réalisé sous nos yeux. Un moment qu'on attendait tous et qu'ils attendaient énormément, la première association père-fils sur les parquets de la NBA. Un moment évidemment mémorable dans l'histoire de la ligue qui renforce davantage la longévité de la très belle carrière de notre bon vieux père, LeBron James, qui est encore une fois le joueur le plus âgé de la NBA. Cet événement finalise aussi une attente qui dépasse l'entendement, portée comme fardeau sur les toutes petites épaules d'un enfant qu'il a subi tout au long de sa vie. Et ça, malgré lui. Il a été traqué, étudié, suivi par les médias depuis sa naissance, causé par le simple nom qui lui colle à la peau. Au-delà de ça, c'était un moment très fort pour toute la famille James, au vu du contexte délicat de la condition physique de Bronny l'année dernière, qui avait malheureusement subi un arrêt cardiaque à l'âge de 19 ans en plein entraînement. Donc, ce moment du 24 octobre 2024 est la représentation d'une multitude de symboles internes comme externes. Mais bon, il n'est peut-être pas si rare que ça finalement. Regardez, vous voyez les deux personnes à côté de LeBron et Bronny ? Ils étaient eux aussi le premier duo père-fils du championnat MLB, dans la meilleure ligue de baseball du monde. Donc voici Ken Griffey Sr. et Ken Griffey Jr. Et exactement comme les James, ils ont joué leur premier match professionnel ensemble dans la même équipe le 30 août 1990, avec le même écart d'âge que LeBron et son fils. Leur association a elle aussi été énormément médiatisée, et sportivement parlant, ils se sont beaucoup amusés tout au long de cette saison ensemble. Et en plus d'avoir marqué l'histoire de leur sport de par leur simple association, ils ont fait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. An instantaneous 2-0 Seattle lead. And he hits one well to left center field. Dante Bichette. Back-to-back home runs. What else can these guys do? Un back-to-back home run entre un père et son fils. Et les Griffey sont peut-être l'un des seuls duos père-fils le plus remarquable de l'histoire du sport. Bien sûr, il y en a eu d'autres dans différents sports, mais pas avec le même impact. Mais la différence entre toutes ces dynasties familiales et celle qui vient de naître, c'est qu'elle est liée à un père pas comme les autres. Là, on a affaire à l'un des meilleurs joueurs NBA de tous les temps, si ce n'est le meilleur. Donc malgré nous voulons voir un duo étincelant, représentatif de la carrière de cette légende. Mais les spécialistes et les journalistes sportifs critiquent énormément l'arrivée de Bronny James dans la ligue, qui pointe tout particulièrement le caractère népotiste de son arrivée et beaucoup doutent de sa légitimité en NBA, d'un point de vue purement sportif. Malgré le fait que les médias ont du mal à être objectifs sur ce sujet, les fans, eux, se sont emparés de la problématique, certains dans le bon sens, et d'autres un peu moins. Là par exemple, voici un youtubeur américain qui a réalisé plus de 10 vidéos où il crie, dans tous les sens, pour nous montrer que Bronny James est une fraude. Alors, a-t-il vraiment mérité sa place, ou est-il tout simplement l'héritier d'une légende ? Pendant et après la draft de 2024, la place médiatique de Bronny James a été tellement importante qu'elle prenait plus de place que l'ensemble du top 10 de la draft. On entendait plus parler d'un 55e choix de draft que du numéro 1 de la draft, et ça c'est vachement étonnant. On ne parlait que de lui et de ses performances en Summer League et pré-saison, juste inexistantes, mais pourtant mises en avant. En fait, on a tous été envoûtés par l'image de cet événement, qui a bien évidemment été surmédiatisé, mais tout en négligeant la réalité des faits. Et ceci a permis en quelque sorte de justifier la place de Bronny en NBA. Et faut le dire, c'est un gros travail médiatique. With Bronny, I want to clarify one thing you just said, which is Rob and I did not give Bronny anything. Bronny has earned this, right? Bronny talks about his hard work. Bronny has earned this through hard work. And for us, prioritizing player development, we view Bronny as like case study one. Because his in the background. Yeah. And look, Rob Pelinka there, clearly a decision has been reached. Handshakes all around for Rob Pelinka there with new head coach JJ Redick. The decision on the most highly anticipated number 55 pick that we have ever seen in the history of the NBA draft. Alors, comme le dit si bien le tout nouveau coach des Lakers, JJ Redick, et au vu de l'enthousiasme étonnant de tout le staff pour un 55e choix de draft, il doit être sacrément fort le bonhomme. Bon, il est évident qu'on ne pourra pas analyser ses stats en NBA vu qu'il n'a joué que quelques matchs, mais analysons et comparons tout de même ses anciennes statistiques universitaires par rapport aux stats moyennes des joueurs draftés à la même place que lui des 10 dernières années. Alors en moyenne, ces joueurs inscrivent 10 points, 4 rebonds et 1,5 passes par match, à 43% de réussite au tir et 33% à 3 points pour 22 minutes de jeu. Maintenant, voici celle de Bronny James.
Et comme vous pouvez le constater, aucune de ces stats ne correspond à un joueur moyen de son rang. Et même physiquement, il ne correspond malheureusement toujours pas à son rang. Même s'il a une envergure et une détente très intéressante par rapport à son gabarit, on peut dire tout ce qu'on veut, mais sa taille est un handicap. 1m88 en NBA, c'est vraiment pas grand. Pour vous dire, il n'y a qu'une quinzaine de joueurs qui sont en dessous du 1m90 dans la ligue, et on peut encore réduire ce nombre pour ceux qui performent à un très haut niveau. Et pourtant, de nombreux analystes pro-Bronny ont prédit qu'il pouvait s'imposer dans une équipe en tant que role-player du genre Jrue Holiday. Donc un joueur avec une très belle capacité à défendre sur les meneurs et les arrières, tout en assurant un bon pourcentage à 3 points. Et au pire des cas, au vu de sa taille, il devrait glisser vers le poste de meneur grâce à sa bonne vision de jeu et son sens de la passe. Mais les nombreux coachs qui ont pu assister à la draft combine de Bronny James réfutent tout ça et affirment qu'il n'est juste pas prêt à entrer en NBA. Il y a aussi des doutes sur son état physique après avoir subi un arrêt cardiaque il y a 10 mois, lors d'un entraînement. Pas très optimiste quant à ses chances de jouer en NBA. Il a fait quelques bonnes choses, mais je ne pense toujours pas qu'il soit prêt pour la NBA. Il est plutôt petit, donc il devra exceller en défense. Si les Lakers ne le sélectionnent pas, je ne vois personne d'autre à choisir en draft. Pas un athlète à cause de sa taille, il devrait jouer meneur, mais il n'est pas capable de jouer que du côté gauche. Sa grande force est censée être la défense, mais tous les joueurs plus grands marquent plus facilement contre lui. Il n'est pas assez bon. Ce n'est pas un joueur NBA et il en est très loin. Bon, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est la stricte vérité. Et pour être un peu moins virulent, au-delà de son niveau actuel, bien sûr on ne peut pas anticiper l'évolution ni la réussite d'un joueur NBA, mais on peut quand même prédire ses chances de réussir en fonction de sa place dans la draft. Déjà, quelle est la réelle place des joueurs du second tour en NBA ? Il faut savoir que quand les franchises NBA choisissent un joueur en fin de second tour, elles le font souvent pour prendre un pari stratégique, en espérant une surprise de développement ou un rôle utile, mais avec des attentes très modestes. En général, les joueurs choisis à ce stade sont vus comme des projets à long terme ou des contributeurs de banc. En gros, c'est des développements de talent à faible coût sur le long terme en attente d'un gros coup de chance, comme un Ginobili ou encore un Nikola Jokic, qui sont la représentation exacte de cette stratégie. Mais c'est d'une rareté que par exemple, si on prend en compte le fait qu'il y a 30 joueurs sélectionnés au second tour, donc sur une décennie ça fait au total 300 joueurs, il n'y a seulement que 1 à 2 joueurs par décennie qui deviennent All-Star, représentant environ 1 à 3% de chances de le devenir. Et les chances qu'un joueur du second tour atteigne le calibre MVP sont quasiment impossibles. Elles sont estimées à environ 0,1% selon les statistiques. Mais comme vous le savez, il existe un exemple très rare du coup. Nikola Jokic. Sur plus de 70 MVP décernés depuis la création de ce titre, Nikola Jokic est le seul sélectionné à la 41e position au second tour en 2014. En plus d'avoir défié les probabilités, il a réussi à le faire 3 fois. Mais ça veut dire que les franchises ont 0,1% de chance d'avoir un joueur comme lui. Donc, quand elles choisissent des jeunes dans les bas de tableau, ils attendent juste la petite étoile, sans trop d'attente immédiate. Ou sinon, ils recherchent des joueurs spécialistes ou avec des qualités particulières. Donc, des fois, ça peut être un physique atypique, des très bons shooters à 3 points, des très bons défenseurs. Et dans le pire des cas, si leur joueur sélectionné ne se développe pas, il reste un très bon partenaire d'entraînement pour les joueurs importants. Et si on prend le contexte de Bronny James, d'après certains analystes sportifs, comme je vous l'ai dit précédemment, il est censé devenir un bon role player. Mais là encore, il y a peu de chance. Bon, je vais pas encore vous bombarder de stats et de probabilités, mais ce qui me frustre le plus dans cette affaire, c'est qu'on considère plus l'exploit de la longévité de LeBron que de la réelle valeur de son fils sur le terrain. We're talking about somebody where you can make a legitimate argument there is no one who has done more for the game of basketball in the modern era. But make no mistake about it, I don't slip when it comes to recognizing A, his greatness, and B, what he has meant for the game of basketball. He's earned the right to facilitate his son being a teammate of his. LeBron James has earned the right to have the kind of cachet that could manipulate the proceedings to such a degree. This man is one of the top 2-3 greatest players in the history of basketball. Et en vrai, ce qui est chiant, c'est que j'ai l'impression de faire une vidéo à charge sur un gars qui vit son rêve, mais le cas Bronny James est plus grand que lui, mais pas contre lui. En fait, sa présence en NBA remet en cause une idée défendue depuis des décennies par la NBA, sous le prisme de l'American Dream, que l'on peut traduire par le concept de la méritocratie, l'égalité des chances de réussir. Mais ce favoritisme remet en cause cette idée-là. Et le pire, c'est que la Ligue, les médias et les grands décisionnaires de la franchise qui l'ont sélectionné ne s'en cachent pas du tout. Et j'ai pu le remarquer d'un point de vue salarial. Alors il faut savoir que les salaires des joueurs draftés au second tour varient beaucoup plus que ceux du premier tour, parce que les contrats ne sont pas garantis de la même manière, donc il n'y a pas vraiment d'échelle salariale fixe. Mais on peut quand même estimer une fourchette en fonction des négociations passées et des politiques salariales des franchises. Donc en général, les joueurs draftés au début du second tour touchent en moyenne entre 1,5 million de dollars et 1,2 million de dollars.
pour un contrat garanti pour 1 ou 2 ans. Pour le milieu du second tour, il touche en moyenne entre 1 million et 800 000 $, avec une grande majorité de contrats two-way. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de ce contrat, c'est un contrat qui permet aux franchises de tester le potentiel d'un joueur sur une courte durée. Et s'il ne parvient pas à satisfaire la franchise, il est envoyé dans la ligue de développement en G-League. Et à contrario, s'il s'avère qu'il est assez bon pour jouer dans l'équipe principale, l'équipe le signe en NBA. Et pour finir, le salaire de la fin du second tour s'élève en moyenne entre 700 000 et 500 000 $, avec exclusivement des contrats two-way. Donc, Bronny James est censé obtenir à peu près ce montant. Mais comment vous dire que non ? Pour je ne sais quelle raison, Bronny James a signé un contrat de 7,9 millions pour 4 ans, avec 4,5 millions de garanties. En gros, il possède le contrat d'un joueur qui a 15 à 20 places au-dessus de lui. À titre de comparaison, les 2 derniers joueurs draftés à la 55e place en NBA ont signé des contrats largement moins élevés que le sien. En 2023, Isaiah Wong a signé pour 560 000 $ avec 50 000 $ de garantie. En 2022, Guy Santos a signé pour 5,1 millions de dollars avec 1,02 million de dollars de garantie. Mais même si on additionne les 2 contrats, ça ne fait toujours pas celui de Bronny. Et c'est clairement l'une des injustices salariales les plus frappantes de la NBA actuellement. Alors que dans la logique de la draft, ton niveau dépend de ta place et donc de ton salaire. Et cette injuste répartition remet en question pas mal de choses au niveau du mérite des salaires dans la ligue. Parce que comme on a pu le voir précédemment, Bronny James n'a pas encore le niveau pour jouer en NBA. Mais on laisse passer parce que c'est le fils de LeBron. Et ce favoritisme évident à l'égard de Bronny m'a fait remarquer que les médias jouaient énormément sur notre manière de percevoir la qualité ou le mérite d'un joueur sur le terrain. Et surtout que les critiques varient beaucoup quand il s'agit de joueurs étrangers ou de familles extérieures. Prenons par exemple les frères Antetokounmpo. Aujourd'hui, Giannis Antetokounmpo fait partie des meilleurs joueurs de la NBA. Une superstar, 2 fois MVP, champion NBA, MVP des finales, et reconnu à l'international pour ses exploits sur le terrain. C'est un fait, il est très fort. Pourtant, dès que ses frères sont mentionnés, notamment Thanasis, le traitement médiatique devient bien différent, et ça en devient même suspicieux. Et dans ce cas-là, certains analystes n'hésitent pas du tout à parler haut et fort de place usurpée ou de népotisme quand c'est à l'égard de ses frères. And you got your brother occupying 2 roster spots. Are we going to talk about that? You know good and well, Giannis, your brother's probably not going to be playing for any other team in the NBA except Milwaukee, and that's only because of you. Mais bizarrement, quand c'est lié à l'image de LeBron, on ne tient plus du tout le même discours. We see it all the time in coaching. We see it all the time in front offices. Yeah. They do it all the time. They got 3, 4 of their sons in coaching. They got 3 or 4 of their family members in the front office, and we don't bat an eye. Not all of a sudden, for the first time in NBA history, oh man, it's nepotism. Half the corporations is nepotism. They got family members working. We're gonna move on, Molly. We're gonna move on. Let's move on. Ce traitement repose malheureusement sur un biais profondément ancré. Les Américains perçoivent souvent les joueurs internationaux comme étrangers, et donc selon eux, moins à leur place. Même si ces joueurs démontrent des compétences et un travail acharné, ça ne change en rien au fait qu'ils ne sont pas américains. Et certains comportements sont même pas très loin de sous-entendus xénophobes. Donc quand il s'agit du fils de LeBron, la discussion autour du népotisme est présente, mais ça reste globalement plus discret et bienveillant. Il est vu comme le fils de LeBron, l'héritier du King, donc un titre qui évoque forcément une ascension naturelle. Cependant, ce traitement souligne un contraste frappant. D'un côté, on voit le fils d'une légende américaine reçu avec honneur, tandis que les familles étrangères, même aussi talentueuses que les Antetokounmpo, sont perçues avec méfiance couplée d'un grand rejet médiatique. Et ça aussi, ça remet en question l'ouverture d'esprit que défend la NBA. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Pas grand-chose. Et sincèrement, profitons juste de la rareté de cet exploit, parce que, à force de trop analyser et d'intellectualiser les choses, on finit par ne plus rien apprécier. Au final, tout ça c'est lié au rêve d'un père qui veut tout simplement jouer avec son fils. Et est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça ? Je ne pense pas. Merci de m'avoir écouté, donnez-moi votre avis sur ce sujet, et on se retrouve pour la prochaine.